Le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire compte 3 nouveaux membres. Il s'agit des ambassadeurs des républiques du Burkina Faso, de la Colombie et enfin du Royaume de Norvège. Ils ont présenté leur lettre de créance au président Alassane Ouattara, compte rendu en début de journal. Le démarrage de la phase de répression à l'encontre de tous les contrevenants à la mesure d'interdiction des sachets plastiques en Côte d'Ivoire a été annoncé ce jeudi par Annou Loto. Bien d'autres priorités ont été données face aux journalistes de la presse nationale et internationale. La ministre de la Solidarité et de la Salubrité était l'invité des rendez-vous du gouvernement. Et puis Kigali, la capitale du Rwanda, est une ville où il fait bon vivre, selon notre reporter Jérôme Kofi Aboulin, qui était à la faveur de la 27e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Et puis au Mali, après l'attaque d'un camp de l'armée qui a fait 17 soldats maliens tués, un deuil de 3 jours est décrété sur tout le territoire national. Ce sont les principaux titres de ce 20h. Bonsoir, bienvenue dans ce point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Commençons l'actualité nationale par la coopération bilatérale. Le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire compte 3 nouveaux membres. Il s'agit des ambassadeurs des républiques du Burkina Faso, de la Colombie, pays de l'Amérique du Sud et enfin du Royaume de Norvège. Ils ont présenté leur lettre de créance au président Alassane Ouattara, compte rendu à Ouattouré. Un geste de plus pour redonner à l'axe Yamoussoukro-Ouagadougou sa vigueur d'antan. C'est ce que révèle la nomination de son Excellence Mahamadou Zongo comme nouvel ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Venu présenter sa lettre de créance ce jeudi au président Alassane Ouattara, ce maître de conférence en sociologie entend contribuer au raffermissement des relations entre les deux nations. Ce à une semaine de la tenue de la 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Je voudrais rappeler ici que nous avons des relations de très bonne qualité qui sont très excellentes en raison des liens imbriqués entre nos deux pays, à la fois sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan social. Entrée en fonction également pour son Excellence Ege Hersberg, nouvelle ambassadrice désignée du Royaume de Norvège en Côte d'Ivoire. Un royaume qui entretient des relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire depuis 1964. Coopération bilatérale déjà marquée par la signature de 4 accords entre les deux pays et qui devrait connaître une nouvelle impulsion économique avec l'ouverture prochaine d'un bureau régional du Fonds norvégien au Ghana. Comme vous le savez, la Norvège joue un rôle important au niveau énergétique. Nous sommes dans le domaine de l'énergie solaire, dans l'hydroélectricité, dans tous les domaines concernant aussi le pétrole, le gaz. Donc je sais qu'il y a un grand nombre d'investisseurs norvégiens qui voudraient investir ici en Côte d'Ivoire dans ces divers domaines que j'ai cités. 4e puissance économique latino-américaine, la Colombie entretient des relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire depuis février 1965. Toutefois, cette coopération connaît un faible niveau de développement et Claudia Turbay Quintero, nouvelle ambassadrice désignée de la République colombienne en Côte d'Ivoire avec résidence au Ghana, annonce la volonté de son pays de la booster. La Colombie est une bonne amie de la Côte d'Ivoire en matière politique multilatérale, mais c'est la première fois que nous sommes ici comme diplomatiques, comme ambassadeurs. Donc, nous avons déjà étudié possibilités pour la coopération entre les deux pays et nous avons trouvé. Et nous avons déjà commencé avec quelques matières, par exemple les matières éducatives. Et nous sommes prêts pour commencer dans la construction d'une université avec quelques spécialisations. Aussi, nous avons vu la coopération dans les matières agricoles, dans les matières politiques, et dans les matières commerciales. Après la présentation de leur lettre de créance, les 3 nouveaux diplomates accrédités en Côte d'Ivoire ont chacun reçu les honneurs d'un détachement de la garde républicaine.
Direction l'hémicycle, le président de l'Assemblée nationale a échangé ce jeudi avec des chefs traditionnels et coutumiers de la région de la Mé. Ils sont donc venus du sud-est de la Côte d'Ivoire. On retiendra de cette rencontre une invitation faite au président de l'Assemblée nationale de se rendre en visite dans la région de la Mé. Soro Guillaume a donné son accord. La date sera fixée dans les jours à venir. Rotonde de l'Assemblée nationale. Une cinquantaine de chefs de canton et de villages de la région de la Mé reçus par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori Soro. La notabilité Atie d'Azopé, d'Akoupé, d'Alepé et de Yakassé à Tobrou est venue porter au chef du Parlement ivoirien une invitation à se rendre en pays Atie et lui apporter son soutien. Les têtes couronnées assises devant vous, composées de chefs de canton et de villages, vous invitent à parcourir leur région, la Mé, pour vous imprégner de ces réalités. En retour, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori Soro, a accédé à l'invitation de la chefferie traditionnelle de la région de la Mé. Je ne peux que vous dire mon accord total pour venir dans la Mé. Tant que nous serons dans cette disposition de travailler dans l'intérêt supérieur de la nation, c'est sans hésitation que je vous dis tout de suite que vous pouvez compter sur nous. La notabilité Atie d'Azopé, d'Akoupé, d'Alepé et de Yakassé à Tobrou était accompagnée par les 7 députés de la région de la Mé. Du côté de la primature, il y a eu aujourd'hui le lancement des activités du Conseil national pour la transparence des industries extractives. Ce Conseil national a pour mission de veiller au renforcement du cadre réglementaire des industries extractives en Côte d'Ivoire, de garantir la transparence dans le fonctionnement de ce secteur d'activité. Ce Conseil national officiellement installé ce jeudi en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan aurait également pour mission de proposer des solutions à l'orpaillage sauvage. Compte rendu donc dans nos prochaines éditions. Sachez que l'Autorité nationale des régulations des marchés publics a rendu public donc ce jeudi les résultats de l'audit des marchés passés au cours de l'année 2014. Il faut retenir qu'une trentaine d'entreprises ivoiriennes sont interdites d'appel d'offres pendant 2 ans pour s'être rendues coupables de manœuvres frauduleuses. Il ressort de l'audit que 58% des marchés passés au titre de la gestion 2014 en Côte d'Ivoire sont tout simplement irréguliers. Complément d'information demain dans nos différentes éditions. Les fuites fiscales font perdre aux pays africains plus de 50 milliards de dollars, soit plus de 15 000 milliards de francs CFA par an. Et pour lutter efficacement contre cette évasion fiscale, 22 pays, dont notre pays, la Côte d'Ivoire, sont devenus membres du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements. Ce Forum mondial a pour mission d'apporter une assistance technique aux pays membres, des précisions dans nos prochaines éditions. Le procès de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, se poursuit avec des témoins interrogés par les avocats de la défense et ceux de la partie civile. Gabriel Zaninou pour en savoir un peu plus. Ce jeudi 21 juillet, devant la cour d'assises d'Abidjan, Yacouba Ouattara a été entendu dans le dossier Simone Gbagbo, poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Un témoin constitué partie civile, car il a perdu un proche parent dans la marche des femmes d'Abobo. Selon son récit, les obus tirés pour réprimer la manifestation des femmes d'Abobo contre le régime de Laurent Gbagbo sont à l'origine de la mort de 7 femmes, dont sa belle-sœur. La défense dénonce un récit truffé de contradictions. C'est un témoin qui a menti sur toute la ligne. Toutes ces déclarations sont contraires à ces déclarations initiales et sont contraires au témoin principal qui aurait transporté les corps. Tous les témoins à charge aujourd'hui, je le dis, jusqu'à présent, n'ont rien montré en quoi Mme Gbagbo est liée à ces opérations. Même si le récit de Yacouba Ouattara comporte des irrégularités, il n'en demeure pas moins que sa belle-sœur ait été tuée dans la répression de la marche des femmes d'Abobo du 13 mars 2011, selon les avocats de la partie civile. Pour eux, les faits restent les faits. Le témoin est venu nous confirmer qu'il y a eu effectivement des femmes tuées à Abobo. C'est ce que nous retenons. Il n'a pas été témoin des faits, il n'était pas à la marche, il l'a confirmé. Mais seulement, il est notable qu'il a perdu sa belle-sœur. Et il nous a montré le certificat de décès et l'acte de décès. La liste des témoins de l'accusation est longue.
Au moins 9 personnes assermentées passeront devant les juges pour relater les faits en rapport avec la crise post-électorale et montrer l'implication de Simone Gbagbo. Le reste de l'actualité avec tout d'abord l'engagement des responsables de l'Agence ivoirienne de presse à mettre en priorité l'impartialité, le respect de la déontologie et de l'éthique dans l'exercice du métier de journaliste. Engagement pris en présence du ministre de la Communication. Le point avec Kwadio Franck. Le droit à l'information, une condition émise par l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'Agence ivoirienne de presse AIP en fait depuis 1961 son credo. Une charte donc de déontologie pour mieux outiller les journalistes. Le décret portant attribution de l'AIP a prévu que le conseil de gestion valide la charte proposée par le directeur. Et c'est dans ce cadre que nous avons depuis 2 ans commencé l'élaboration de cette charte qui a été validée par les journalistes de la rédaction centrale, par les pigistes, par ceux des bureaux régionaux. Et aujourd'hui, nous avons la charte qui réglemente la profession. Une charte déclinée en 10 principes fondamentaux. La fiabilité et la confidentialité des sources, la célérité dans le traitement de l'information, entre autres. Elle est présentée officiellement à la tutelle. La charte de déontologie devra désormais être votre boussole pour l'exercice de votre profession. Votre métier de journaliste de dépêche, faut-il le rappeler, requiert entre autres célérité, concision, objectivité. Cela va contribuer à renforcer davantage l'image de l'AIP pour en faire un média de référence au plan continental et international. Les grands médias se fondent sur les dépêches, car les dépêches sont la vérité du terrain. Satisfait si relevé aussi par l'organe de régulation. En tant que régulateur, nous ne pouvons qu'approuver, soutenir et louer cette initiative. Et nous avons été témoins de l'engagement que l'AIP et ses journalistes ont pris dans le respect des règles de la profession. Une première charte de déontologie qui sera suivie d'autres réformes pour le développement de l'AIP, instrument d'information de proximité. On en vient maintenant à l'un des titres de ce 20h, les questions liées à l'amélioration de notre environnement, de notre cadre de vie. Anouloto a annoncé ce jeudi le démarrage de la phase de répression à l'encontre de tous les contrevenants à la mesure d'interdiction des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. La ministre de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement était l'invitée des rendez-vous du gouvernement. Le point avec Grace Kando. La ministre de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement, invitée du 26e numéro des rendez-vous du gouvernement ce jeudi. 2 heures d'horloge ont suffi à Anne-Désirée Ouloto pour décliner la vision du gouvernement et les initiatives prises pour améliorer le cadre de vie des populations. À cette rencontre, l'oratrice du jour a fait un large tour d'horizon des questions liées à l'état d'insalubrité dû à l'incivisme des populations. L'heure est au changement, selon la ministre de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement. Des actions sont menées par son département pour inciter les citoyens à améliorer leur cadre de vie. Des réformes sont donc en vue. La fusion de la nature et du Fonds de financement des programmes de salubrité est une exigence du président de la République et du gouvernement. La mise en place d'une plateforme avec les maires de Côte d'Ivoire. Pendant longtemps, les collectivités territoriales se sont senties exclues du processus de propreté, de gestion des ordures ménagères, d'amélioration du cadre de vie des populations. Le partenariat avec les ONG de Côte d'Ivoire, avec les associations de la société civile, qui sont des relais de l'action du gouvernement. Cela doit se faire dans un cadre formel. Nous avons également, au titre des politiques et des réformes, l'introduction du tri sélectif à partir des ménages, l'instauration d'une politique de prévention des déchets et d'éco-consommation. Des réformes qui passent par la construction d'infrastructures modernes. La Côte d'Ivoire a besoin de centres de groupage en matière de salubrité. Nous avons 2 qui sont en finalisation donc, de construction. Il y en a un qui verra le jour bientôt. Nous rêvons de réaliser 2 centres de transfert pour faciliter donc la gestion, le processus de collecte des déchets ménagers. Nous avons besoin également de 3 centres d'enfouissement technique. Nous devons désormais parler d'unités de tri, d'usines de valorisation de déchets, avec production d'électricité et de gaz.
Les programmes d'investissement annoncés par le ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement vont coûter plus de 200 milliards de francs CFA. Pour restaurer l'image des villes ivoiriennes, le ministère envisage d'organiser une semaine nationale de propriété au mois d'août prochain. Mais avant, le projet dénommé Propriété et embellissement des communes de Côte d'Ivoire sera lancé ce lundi 25 juillet. Restons dans le cadre de l'amélioration de l'environnement, mais cette fois hors de la Côte d'Ivoire. Kigali, la capitale du Rwanda, est une ville où il fait bon vivre, selon notre reporter Jérôme Kofi Abolin, qui y était à la faveur de la 27e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Notre reporter a été tout simplement émerveillé, comme d'autres personnalités, par cette ville des 1000 collines. Son constat en images depuis Kigali au Rwanda. Que de conduire avec brio la 27e conférence des chefs d'État et de gouvernement les 17 et 18 juillet 2016. La capitale rwandaise a plus de mérite de s'illustrer de la plus belle des manières pour ce qui la caractérise singulièrement. La propreté. Oui, la propreté. De quoi émerveiller toute personne qui, pour telle ou telle raison, vient au Rwanda ou le découvre à travers sa capitale. Nous avons été fort impressionnés par le Rwanda, un petit pays qui fait le 10e de la Côte d'Ivoire en superficie, la moitié de la population, mais un pays qui avance avec les meilleurs indicateurs économiques, sociaux comme de gouvernance. C'est une ville, Kigali, de 2 millions d'habitants, qui nous a frappés par la propreté. Je rêve que la Côte d'Ivoire, qu'Abidjan, soit un jour aussi propre que Kigali. De Kyovu à Kimurongo, en passant par Nyavugogo, Yarutarama, Yarera et dans les environs du mont Kigali, partout dans les quartiers populaires, comme dans les quartiers d'affaires, il n'y a pas la moindre trace d'insalubrité. Même les poubelles pour traquer les sachets plastiques et autres mégots de cigarettes, ainsi que des tas d'immondices, sont rarement visibles parce que bien rangés dans des endroits appropriés. Partout, ce que l'on voit, ce que l'on touche en termes de propreté, n'a rien d'un oripeau, juste une réalité dont seuls les Rwandais ont le secret. Notre gouvernement s'efforce de le développement. Alors le développement va avec la propriété. Tu ne peux pas développer et rester la propriété, bien sûr. Donc c'est pourquoi tout le monde là est concerné, toute la population. On s'efforce de la propriété. La propriété du Rwanda est basée sur la culture. Notre quartier doit être propre avant que la ville devienne propre. Alors à partir des quartiers, ça devient des secteurs, des villages, des districts là. C'est pourquoi vous voyez que notre ville est propre. La propreté au Rwanda, en tant que fait culturel, c'en est un vraiment. Mais le plus marquant, c'est de se faire à l'idée que l'on est rwandais pour être au Rwanda et non parce que l'on appartient à un groupe ethnique. Au-delà donc de ce changement de mentalité, après les épreuves de 1994, il y a des visées de développement. Dès lors, on se doute fort bien que le Rwanda n'ayant pas de matières premières suffisantes, de façade maritime, pour le président Paul Kagame, il n'y a que cela comme atout majeur pour attirer les investisseurs en vue d'un développement durable. Donc, de Kigali, avec le président Paul Kagame pour un changement de mentalité après des moments difficiles, au Rwanda, à Abidjan, on ne risque rien de dire que le président Alassane Ouattara, après la crise post-électorale de 2010, a raison trop tôt pour parler comme l'autre de dire qu'il faut à la Côte d'Ivoire un Ivoirien nouveau pour son développement. Et contrairement à Kigali, la ville de Mans, ici en Côte d'Ivoire, est confrontée à des sérieux problèmes d'évacuation de ses eaux usées. En particulier les résidents du quartier Thérèse de Mans. À chaque saison des pluies, leurs maisons sont inondées, les rues sont impraticables. Les autorités municipales sont tout simplement inquiètes. Elles demandent de l'aide à l'Office national de l'assainissement et du drainage pour trouver une solution durable. Mois de juillet à Mans égale grande saison des pluies. Et cette nuit, il est 23 heures passées. Il pleut des cordes sur la cité des 18 montagnes. Peu de temps après, quelque part au quartier Thérèse, il est minuit passé. La pluie a baissé d'intensité. Mais pas de sommeil pour Fondio, un résident de ce quartier. Depuis le début de la pluie, il est affairé. Quand il pleut comme ça, on ne dort pas la nuit. S'il pleut soit à 20 h,
Jusqu'à plus tard, au petit matin, nous sommes encore au dehors. Et si on ne bouge pas le tuyau là, l'eau rentre. Nous laissons Fondio encore aux prises avec l'eau et notre chemin croise celui d'Emile, un opérateur économique qui rentre du boulot. Il a de sérieux soucis pour accéder à l'entrée de sa demeure envahie par les eaux de ruissellement. Le lendemain matin, après une petite pluie, nous retournons au quartier Thérèse. Les rues sont complètement inondées. Nous sommes obligés de mettre les pieds dans l'eau pour aller à la rencontre des résidents, parmi lesquels nous retrouvons notre ami d'hier nuit Fondio, toujours aux prises avec l'eau. Et oui, les habitants de ce quartier sont exaspérés par ce désagrément qui perdure au fil des saisons pluvieuses. On ne sait pas comment on va faire pour quitter dans l'eau. Il y a longtemps, même où je suis arrêtée là, en bas de mon pied, là, tout est devenu plein à cause de l'eau. L'eau rentre. D'abord, ça déborde au dehors, ça dépasse l'escalier, ça rentre sur nous. De là, ça rentre dans la maison. On a oublié de prendre les bébés, mettre au dos, puis monter sur les tables. Beaucoup de locataires et de propriétaires ont fini par céder la place à l'eau qui semble avoir gagné la bataille. Caniveau complètement chaos, maisons abandonnées, effets personnes abîmées et parfois des drames selon des témoignages des riverains. Une année même, une petite fille à l'âge de 8 ans, l'eau a pris dans le caniveau. C'est à 16h on a trouvé son corps depuis matin bonheur. Une situation que tentent d'expliquer les services techniques de la mairie de Mons. Les ouvrages de drainage sont vétustes. Et cela est lié à la voirie qui est vraiment dégradée. Et quand il pleut, réellement, l'eau charrie tout ce qui est gravat, l'eau charrie tout ce qui est sable. Et quartier 13 est un quartier qui est construit vraiment dans le bas-fond. Et ce quartier se présente un peu comme l'exutoire. Ajoutez à cela le manque de civisme de la population riveraine. Des constructions sont érigées sur le principal canal d'évacuation et c'est un dépotoir à ciel ouvert pour commerçants et riverains. Les services techniques débordés tentent tant bien que mal de venir à bout. Ils sollicitent l'aide de l'Office national d'assainissement et de drainage ONAD. En attendant donc les travaux d'écoute de l'ONAD, les résidents quant à eux vont de diverses manières pour contrer les eaux de ruissellement. On érige des barricades de fortune, on se transforme parfois en architecte en supprimant des portes ou fenêtres ou en élevant des petits murs. Voilà, on pourrait dire de Kigali à Mans, la différence est tout simplement frappante. La révision de la liste électorale était au centre d'une campagne de sensibilisation organisée dans le département de Lakota par des responsables du RDR, le Rassemblement des Républicains. Compte rendu, Abou Sanogo. Révision de la liste électorale, le départemental RDR de Lakota sensibilise. Processus important pour faire passer une promesse de campagne. Le projet de constitution soumis bientôt à référendum. Il a en main un document cadre à expliquer aux militants. Il s'agit de mobiliser et de sensibiliser nos militants à aller s'inscrire sur le listing électoral en vue des préparatifs du référendum. Là également, nous avons présenté l'enjeu que représente le référendum pour notre parti. C'est vrai que le texte n'est pas encore prêt, mais il n'empêche que nous sensibilisons nos militants. Autre enjeu, les législatives. Le RDS s'y prépare déjà. Avec 50% de sièges à l'Assemblée nationale, le parti veut aller au-delà de ses performances. Au pire des cas, consolider son résultat de 2011. Nous avons mis à la disposition des militants les documents qu'il faut pour faire acte de candidature avec des délais bien précis. Donc nous avons partagé l'information avec tout le monde. Avec toutes les populations, nous voulons être transparents. Ce sont ces informations-là que nous avons partagées. Débutée le 23 juin dernier, la révision de la liste électorale s'achève le 24 juillet prochain. Ne sont concernés par cette opération que des personnes majeures non inscrites sur la liste de 2015 ou celles qui ont atteint 18 ans révolus au 31 mars 2016. Pour l'heure, ce sont environ 130 000 personnes qui se sont faites enrôler au plan national. Parlons maintenant d'éducation. Après 9 mois de travail, certains établissements scolaires proposent des cours de vacances. Il s'agit surtout d'occuper sainement les élèves pendant les grandes vacances. Mais les avis divergent chez les parents d'élèves. Alors, question, les cours de vacances, quelle utilité? La réponse de Juliette Ouya. Fini les 9 mois de cours assidus. Fini également le stress des examens de fin d'année à grand tirage. Les grandes vacances 2016 commencent en Côte d'Ivoire. Et déjà, certains établissements scolaires préparent les cours de vacances. Objectif,
occuper sainement l'apprenant et lui permettre de rester en contact avec l'école. Mais chez les parents d'élèves, les avis divergent. Je opte pour les cours de vacances. Ça permet à l'enfant de renforcer un peu les acquis qu'il a reçus dans la classe antérieure. Il est vraiment important que l'enfant fasse des cours de vacances pour les 4 semaines avant la rentrée. C'est mieux que les enfants qui reposent pendant la vacance, en attendant que les parents trouvent les moyens pour préparer aussi la rentrée scolaire. Parce qu'après une longue année d'études, en tout cas pour les enfants qui ont passé le temps à étudier, je pense qu'il vaut mieux qu'ils se reposent. Au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, on recommande fermement les cours de vacances. Les vacances sont faites pour se reposer, mais il faut dire aussi que qui n'apprend pas désapprend, on le dit souvent. Alors les vacances doivent être subdivisées en plusieurs périodes. Il y a des vacances de loisirs qui doivent être effectives au niveau des enfants. Mais il y a également le fait qu'il faut habituer les enfants ou bien leur donner l'envie d'aller sereinement à la nouvelle année scolaire. Donc voilà pourquoi est-ce que les cours de vacances ont une certaine utilité. Ces cours doivent être des cours de soutien et non des cours non, une anticipation. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle des cours de soutien? C'est des cours pour revoir en fait le programme déjà fait, voilà, au cours de l'année. Revoir les points ou les parties du programme qui n'ont pas vraiment, qui ont été difficiles pour l'enfant. Ces cours de vacances peuvent surtout être administrés aux enfants en difficulté d'apprentissage. C'est surtout pour eux qu'on pourrait organiser ces cours, ou qui n'ont pas une excellence dans le niveau scolaire. En Côte d'Ivoire, les cours de vacances débutent dès le mois d'août. Environ 4 semaines pour préparer activement la nouvelle année académique 2016-2017. Je vous l'annonçais dans les titres au Mali, après l'attaque d'un camp de l'armée qui a fait 17 soldats maliens tués, un deuil de 3 jours est décrété sur le territoire national. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a également pris la décision d'instituer à nouveau l'état d'urgence pour 10 jours. Après l'attaque meurtrière de la caserne à Nampala au Mali qui a fait 17 morts, un deuil de 3 jours est décrété sur tout le territoire national. Pour rendre hommage aux militaires disparus, Ibrahim Boubacar Keïta se rendra à Ségou, à 240 km au nord de Bamako, capitale du Mali. Sur place, il y aura aussi une visite aux militaires blessés ou hospitalisés. Un nouvel état d'urgence est institué pour 10 jours. Cette mesure doit permettre d'engager de rapides procédures sur tout le territoire afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Sur le terrain, un calme précaire règne à Nampala. Dans exactement un an jour pour jour, le 21 juillet 2017, s'ouvrent ici à Abidjan les 8e Jeux de la francophonie, Jeux au cours desquels la jeunesse de 80 pays du monde se donne rendez-vous pour s'exprimer au plan sportif et culturel. À 365 jours de l'événement, le directeur général du Comité national des Jeux de la francophonie fait le point des préparatifs, compte rendu Victorien Angwa. Abidjan abrite du 21 au 30 juillet 2017 les 8e Jeux de la francophonie. 4000 athlètes, 700 journalistes et 3000 bénévoles et plusieurs observateurs sont attendus pour célébrer l'événement. À 365 jours du rendez-vous de la solidarité, de la diversité et de l'excellence, c'est donc le compte à rebours. Le gouvernement ivoirien et le CIJF se concertent en permanence pour lever les obstacles et parfaire l'organisation. La question de moyens ne se pose donc pas. Il fallait des études sérieuses pour démarrer les travaux de réhabilitation pour le cas précis des infrastructures. 2 à 3 mois suffiront pour achever les travaux annoncés. À 1 an de la cérémonie de lancement des 8e Jeux de la francophonie, l'on est assuré que les préparatifs avancent bien. Voilà. Jean-Baptiste, Sam,
Etiassé, préfet hors grade, a été désigné comme administrateur pour gérer la FIF, la Fédération ivoirienne de football, le temps de renouveler les instances dirigeantes de cette fédération et de redynamiser le football en général en Côte d'Ivoire. Jean-Baptiste Sam Etiassé a été présenté officiellement ce matin aux principaux acteurs du monde du football en Côte d'Ivoire. Cathy Touré. Jean-Baptiste Sam Etiassé. C'est lui le nouveau directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Les qualités managériales du préfet hors grade ont achevé de convaincre les dirigeants du football ivoirien qui veulent en bénéficier. Il y a évidemment des chefs de département, il y a des financiers, il y a des juristes. Dans chacun des domaines, nous avons déjà des spécialistes qui, sur les dossiers qui font l'objet de présentation à l'Assemblée générale, nous n'avons aucun souci. Maintenant, il faut coordonner tout ça. Et puis, il faut avoir quelqu'un qui soit quand même en mesure de pouvoir mener de bonnes relations avec la CAF, d'abord. Ce dossier, c'est extrêmement important de suivi. Et avec la FIFA également. Et nous avons pensé que M. Sam Etiassé était la personne indiquée. Un défi nettement à la portée de cet administrateur chevronné. Vu le niveau du football ivoirien, au plan mondial, au plan africain, il fallait une administration forte, avec les réformes que nous allons nous atteler à faire, mettre des hommes de valeur, des hommes disponibles pour essayer de booster un peu l'administration de la FIF. Le gouverneur a été présenté officiellement au personnel de la Maison de Verre par Sori Diabaté, qui n'a pas oublié de rendre hommage à ses prédécesseurs. L'ex-préfet du département d'Abidjan n'est pas un inconnu dans le milieu du ballon rond. Il a notamment évolué à l'AUC, à l'Agnébisport d'Agboville et même en sélection nationale à l'époque de feu Rabé Zéphirin. Il a également assumé les rôles de dirigeant de l'AS Binava de Toumoudi, l'AS Divo et l'Agnébisport d'Agboville. Profitant de l'Assemblée, Sori Diabaté a tenu à recadrer les agents de la FIF en précisant qu'avec le DEX Sam Etiassé, le sérieux dans le travail n'est pas une option. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Marie-Laure Ngouran. Bonne suite de programme.